intervention militaire. Les débats étaient houleux ce mercredi à l'Assemblée nationale. Je vous propose d'écouter à nouveau le Premier ministre Jean-Marc Ayrault. Ne pas réagir, ce serait mettre en danger la paix et la sécurité de la région tout entière, mais aussi au-delà nos propres sécurités. Car je pose la question, quelle crédibilité auraient ensuite nos engagements internationaux contre la prolifération des armes de destruction massive, y compris l'arme nucléaire? Quel message enverrions-nous à d'autres régimes? Et je pense bien sûr, comme vous, à l'Iran ou à la Corée du Nord. André Vallini, franchement, notre crédibilité n'est-elle pas déjà entamée? On dit qu'on va frapper, c'est comme les enfants finalement, quand vous dites que vous allez les punir, soit vous les punissez tout de suite et ça, voilà, ça a un impact, mais quand vous les punissez un mois ou un mois et demi, est-ce que franchement... D'abord, l'histoire n'est pas finie. Attendez la fin du film, si j'ose dire. Mais il est long là, le film. Et ensuite, il est long, ça fait plusieurs mois, plusieurs années que les choses se passent en Syrie, de la façon dont elles se passent. 100 000 morts en un an. 2 ans et demi. En 2 ans et demi depuis mars. Donc ça fait 2 ans et 2011. demi. Justement, vous savez, c'est un débat compliqué qui traverse les familles politiques. J'ai sous les yeux des citations de Jean-François Copé, Alain Juppé et Édouard Balladur. Sur l'ONU, par exemple, Alain Juppé a déclaré le 28 août « Il faut s'affranchir des blocages onusiens pour aider la résistance syrienne. Sans une intervention, de nous les Français entre autres, il ne faudra plus continuer à verser des larmes de crocodile, il nous restera le silence de la complicité. » Et Édouard Balladur, aujourd'hui dans le Figaro, dit « Le résultat de notre inaction consoliderait Bachar el-Assad. Le problème n'est pas de punir, mais de dissuader, le dissuader de recommencer à utiliser l'arme chimique. » Donc voilà, je le répète, le film n'est pas terminé. François Hollande est très mobilisé, très déterminé. Moi, je pense que, sans employer de grands mots, il y va un peu de l'honneur de la France. La France, ce n'est pas un pays comme les autres. Voilà, c'est un pays qui a un message à porter depuis longtemps, depuis des siècles, depuis au moins la Révolution française. C'est un pays qui fait partie des membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et avec son allié et ami américain, le message de la France, le message des États-Unis, ce sont des messages entendus et attendue dans le monde entier. Donc moi, je pense qu'il faut attendre encore un peu. Et si sanction il doit y avoir, elle interviendra au moment opportun. Il est évident qu'on ne va pas y aller maintenant, tout seul. On attend les Américains, on attend le soutien des Européens, c'est ce qu'a dit Jean-Marc Ayrault, mais franchement, qui soutient aujourd'hui la France en Europe? Moi, je vois des noms de pays qui soutiennent aujourd'hui fermement la France en Europe. Il y a une grande absente dans ce débat sur la Syrie, c'est l'Europe, c'est l'Union européenne. Oui. J'ai fait avec d'autres sénateurs... les États d'Europe. Mais pas seulement, l'Union européenne. L'Union européenne. Nous avons commis un rapport au Sénat il y a quelques semaines sur l'Europe de la défense européenne. Les deux ne veulent pas dire la même chose d'ailleurs. Mais voilà, c'est à nouveau une démonstration tragique, entre guillemets, de l'inexistence de l'Union européenne. Mais vous ne répondez pas à ma question. Qui soutient aujourd'hui la France pour aller en Syrie? Un pays européen. Donnez-moi le nom d'un pays européen. Attendez ce qui va se passer à Saint-Pétersbourg. Attendez ce qui est en train de se passer. Vous pensez que François Hollande reste inactif? On ne va pas aller très loin avec le Luxembourg. La Grèce, peut-être. L'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, ce sont des pays qui sont en... L'Italie a dit ils n'ont pas envie, l'Italie. Ils l'ont dit. Pour le moment. Je me permets de conseiller la lecture d'une excellente interview il y a peut-être une semaine du ministre des Affaires étrangères polonais. La Pologne a un gouvernement libéral, proche des États-Unis. Et M. Sikorski a dit toutes les raisons pour lesquelles il n'était pas question de participer à cette opération, après avoir participé à celle de l'Irak. Et la Pologne avait envoyé un contingent assez important. Mais pour reprendre l'image d'André Vallini, l'histoire va commencer, peut-être, j'espère que non, mais il y a quand même aujourd'hui une forte probabilité, le jour où les frappes vont commencer. Et c'est peut-être de cela que nous pourrions aussi parler. Quelle frappe? Combien de temps? Quels objectifs? Punir. Moi, ça me rappelle François Joseph, qui a voulu punir la Serbie à la suite de l'assassinat de l'héritier de l'Autriche-Hongrie. Ici, il s'agit de punir. Alors, on est entré dans un cycle absolument imprévisible pour punir. Pas seulement punir. Pour punir. Pas seulement mais punir. Ce mot est encore revenu cet après-midi au Sénat, dans la bouche de Laurent Fabius. Vous préférez sanctionner. Punir. Alors disons sanctionner. Oui, mais quel est l'objectif? Et empêcher de recommencer. Envoyer des bombes propres qui ne baveront sur aucun civil en Syrie. Est-ce que la Syrie n'est pas en train de réaménager son dispositif militaire pendant qu'on attend le déclenchement de l'intervention?
Sans doute, Bachar el-Assad ne doit pas rester inactif et il doit effectivement, et le ministre de la Défense nous l'a dit hier après-midi en commission, il faut remettre à plat, pour ne pas dire à zéro, tout ce qui avait été prévu la semaine dernière et préparer une nouvelle intervention d'une autre dimension sans doute. Il s'agit de punir, disent certains, le mot est un peu connoté, ça fait un peu moral. Mais c'est ce qu'a dit François Hollande. Sortons de la morale. Allons vers la politique, la réelle politique. Il s'agit de sanctionner et de dissuader, de l'empêcher de recommencer et peut-être aussi de l'amener à la table des négociations. Parce que si les frappes sont bien ajustées, bien ciblées, qu'elles lui font mal militairement, cela va peut-être l'obliger à venir discuter avec les Occidentaux, soutenu peut-être dans sa démarche par Poutine. Et remarquez comme Poutine a commencé à bouger un peu aujourd'hui. Il a soufflé le chaud et le froid, pardonnez-moi. C'est-à-dire que d'abord, il a dit qu'il voulait les preuves, et que dans ce cas, il se rallierait à une action internationale. Et puis ce soir, il a dit que s'il y avait une intervention contre la Syrie, eh bien, ce serait un acte d'agression. Donc il souffle le chaud et le froid, un peu comme d'habitude, Pascal Boniface. Est-ce qu'il faudrait envisager, comme le dit André Valigny, un autre type d'intervention si on attaquait demain ? Puisqu'on dépend un peu maintenant, finalement, du Congrès américain, il prévoit une période de 60 jours. Je vois mal 60 jours de frappe sans discontinuer. Il faut quand même rappeler qu'en Libye, il a fallu 7 mois pour renverser Kadhafi, alors que les défenses de la Libye étaient nettement moins imposantes que celles de la Syrie. Pour l'instant, et le président François Hollande a dit, il n'est pas question de faire du changement de régime comme on l'a fait en Libye, mais de sanctionner et de dissuader dans un double mouvement les Syriens pour amener une solution politique. Donc, apparemment, le scénario envisagé sont des frappes limitées pour affaiblir le dispositif syrien et puis redonner un avantage à l'opposition armée qui a perdu du terrain de par le renforcement de l'armée syrienne par la Russie et la Hezbollah. Mais tout le monde dit qu'il faut une solution politique. Sauf que le problème, c'est qu'on met trop de conditions à la solution politique. Oui. Si on veut une solution politique, il faut que tous les protagonistes soient là. Et il est vrai que l'opposition syrienne dit on ne négocie pas tant qu'il y a Bachar el-Assad. Il faut négocier avec tous ceux qui comptent. Le réalisme, c'est pas on négocie avec ceux qu'on aime, on négocie avec ceux qui nous sont sympathiques, on négocie avec ceux qui ont du poids, parce que sinon ça maintient, c'est une position morale de ne pas négocier avec ceux qu'on n'aime pas, mais ça ne fait pas avancer sur le terrain. Et donc là, effectivement, dans ce cas-là, il pourrait y avoir un changement du rapport de force qui amène les uns et les autres à venir plus négocier. Le problème, c'est là où Bachar el-Assad, malheureusement, a gagné son pari, c'est qu'au départ, c'est une révolution pacifique qu'il a lui-même transformée en guerre civile. Et à partir du moment où c'est une guerre civile, c'est une guerre que les Syriens ne possèdent plus et qui est alimentée de part et d'autre de l'extérieur. Et certains Syriens le regrettent déjà. Mais on voit très bien pourquoi toutes les conditions qui nous ont amenés à cette situation catastrophique, très franchement, la porte de sortie, je ne suis pas certain que quelqu'un la voit avec précision et clairvoyance, parce qu'elle est extrêmement difficile à trouver. Alors, est-ce qu'il y a un risque de bourbier ? Aujourd'hui, il y a un général américain qui a combattu aux côtés du général Petraeus en Irak, qui a donné une interview au Figaro et qui a dit, si on fait quelques frappes, en effet, militaires, si Bachar el-Assad recommence à utiliser gaz, est-ce qu'on va aller à nouveau frapper ? Est-ce qu'on ne risque pas de rentrer justement dans une logique de guerre et oui, éventuellement un bourbier. C'est ce que craint en tout cas ce général américain. Est-ce que ce risque existe ? Oui, mais il faut reprendre justement quel est le but vraiment de Washington dans cette affaire. Je ne pense pas que ce soit Bachar el-Assad qui intéresse les Américains, enfin le Pentagone et le politique américain. En réalité, pour moi, c'est une guerre par procuration. Et en réalité, l'État qui est visé, c'est l'Iran, je pense. Parce que on ne pouvait pas frapper, je me mets à la place des Américains, on ne pouvait pas frapper directement l'Iran pour stopper son effort nucléaire. Et là, en passant par la Syrie, si jamais on arrive à abattre le régime syrien, on va pas neutraliser, mais on va diminuer l'influence de l'Iran dans la région, et ça sera un point très important de marquer contre le développement donc, du programme nucléaire, qui est le souci numéro 1 des États-Unis à l'heure actuelle, et d'autres États dans la région, bien sûr. Sauf que l'ancien président Rafsanjani a critiqué l'usage d'armes chimiques en Syrie sans l'attribuer, mais parce que les Iraniens eux-mêmes ont été victimes
par des frappes irakiennes, aidées à l'époque par les Américains. On l'a un peu oublié, il faut peut-être le rappeler. Et les Occidentaux, en 1988, les Iraniens ont été victimes. Et ça c'est resté, là aussi, en Iran, dans la mémoire collective. Et peut-être que là, avec le nouveau président, il y a une fenêtre d'opportunité pour négocier sur le programme nucléaire. Et cette déclaration de Rafsanjani, qui est quand même quelqu'un d'important dans le dispositif, peut être considérée comme une main tendue à une éventuelle négociation, parce que l'Iran est en difficulté. Voilà. Mais cela suppose que l'intervention et les frappes n'aient pas lieu. Car si elles ont lieu, la fenêtre d'opportunité renouée avec l'Iran, et en particulier avec le nouveau président iranien, qui a été un négociateur avisé sur la question nucléaire dans le passé, est-ce que ce sera encore possible? Dès lors que ce sera une logique de guerre et de rétorsion successive, qu'est-ce qui va se passer à Bahreïn, voire dans la province est de l'Arabie saoudite, en Jordanie, au Liban? Enfin, il y a toutes sortes de métastases qui vont se répandre. Et vouloir une solution politique en donnant un bombardement en premier, à mon avis, c'est pas très bien orienté. Monsieur Rodier, la solution politique, ça fait 1 an qu'on essaie de la trouver, on ne la trouve pas. Oui, mais si on ne veut pas parler avec les Iraniens... Jean-Marc Ayrault a dit aujourd'hui qu'il s'agissait de trouver une solution politique. Oui. Donc lui, il y croit encore. Peut-être que vous y croyez plus trop, mais lui, il y croit. Non, mais madame, c'est le contraire que je suis en train de dire. Je souhaite, comme tout le monde, une solution politique, mais pour l'accélérer, cette solution qui n'arrive pas depuis des mois et des mois, on attend Genève 2 qui ne se réunit jamais, il faut sans doute en passer par une frappe militaire, une correction que l'on donnerait à Bachar el-Assad pour lui dire 1, vous avez commis un acte barbare, vous n'aviez pas le droit de le faire, 2, vous ne recommencerez pas, et 3, maintenant vous allez négocier. Et c'est la raison pour laquelle, concernant l'Iran, je pense qu'Elisabeth Guigou a dit quelque chose d'intéressant tout à l'heure à l'Assemblée nationale. Je n'y étais pas, j'étais au Sénat comme vous, j'ai assisté au débat au Sénat, mais j'ai vu une dépêche dans laquelle il est dit que Mme Guigou, présidente de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée, dit qu'il faudra sans doute associer l'Iran aux négociations. Là, il y a un changement de cap de la France, d'ailleurs. Attendez, Elisabeth Guigou n'est pas à elle seule la diplomatie française, et je sais justement que la diplomatie française est très réticente à cette idée. Mais Elisabeth Guigou a lancé un pavé dans la mare, si j'ose dire, il faut y réfléchir. Moi, ça ne me choquerait pas qu'on associe l'Iran. Si on veut vraiment une solution politique, il faut inviter les Iraniens à la table de la négociation. Est-ce que nous allons prendre parti dans le conflit multiséculaire entre les chiites et les sunnites? Enfin, est-ce que c'est notre intérêt? Pascal Boniface, est-ce qu'on peut négocier avec les Iraniens? C'est nécessaire même. C'est pas qu'on veut, c'est qu'on doit. C'est qu'on doit parce qu'il y a des problèmes, mais on ne résoudra pas les problèmes en excluant les gens du jeu des négociations. Une fois encore, c'est pas une question de sympathie ou d'antipathie par rapport au régime ou aux États. Mais l'Iran, il faut négocier avec lui sur la question nucléaire parce que c'est un point essentiel et que toute autre option donc militaire serait une catastrophe et ça serait la guerre d'Irak en pire, donc on en subirait les conséquences. Et l'Iran, on sait très bien que c'est un acteur extrêmement important dans le jeu syrien et que donc si on veut aboutir à une négociation, on ne peut exclure aucun des acteurs principaux et l'Iran en est un de tout premier plan. Et la France n'en voulait pas au moment de la conférence où il était question de cette conférence de Genève 2, avait dit il est hors de question que la France soit à la table des négociations avec l'Iran. Pascal Boniface, toujours le G20 s'ouvre demain à Saint-Pétersbourg. Est-ce que vous pensez qu'une solution, alors on n'y croit pas trop, mais est-ce qu'une solution pourrait être trouvée? Est-ce qu'on peut tenter de convaincre les Russes? Ça serait quand même un miracle qu'une solution qui n'a pas été trouvée depuis longtemps, si soudainement se trouve, et je ne vois pas Poutine, même s'il veut se montrer un hôte chaleureux, ce qui n'est pas tout à fait certain par ailleurs, tout d'un coup cède aux demandes des gens qu'il a invités. Donc on aura des négociations intenses, un bras de fer. Si ça peut permettre au moins de faire avancer les choses. Je ne pense pas qu'on puisse malheureusement trouver un accord à Saint-Pétersbourg, mais en tous les cas, il tombe bien. Il tombe bien parce que on va pouvoir négocier de façon active et si les Russes ne bougent que d'un petit peu, c'est le moment de continuer à négocier encore plus intensément avec eux pour accentuer ce mouvement qu'ils ont éventuellement amorcé. André Vallini, quels sont les arguments qu'on peut justement apporter aux Russes pour lâcher Bachar el-Assad? Peut-être des arguments humanitaires en premier lieu, même aux Russes. Il faut leur parler de ce qui s'est passé avec cette attaque chimique. Les Russes sont des êtres humains comme les autres et je pense que même Poutine
en tout cas je l'espère pour lui, a un minimum de sensibilité. Oui. Et puis au-delà de l'émotion considérable, de l'horreur que suscitent les images que nous avons vues, il faut parler aux Russes de la stabilité de la région. Oui. Les Russes n'ont pas intérêt à ce que cette région soit en permanence soumise à un chaos potentiel, parce que ce qui se passe en Syrie risque d'être dangereux pour les pays alentours. Enfin, la situation est très instable. Les Russes n'ont pas intérêt forcément à ce qu'il y ait cette tension permanente entre la Syrie et l'Iran d'un côté, et puis les autres pays arabes, et puis avec Israël au milieu. Poutine est quand même un homme réaliste. Oui. Nous avons reçu les parlementaires russes l'autre jour à la Commission des Affaires étrangères et de la Défense du Sénat, et nous leur avons bien indiqué que c'était aussi dans leur intérêt qu'il fallait régler la question syrienne. Alors je sais que la Syrie est un allié de longue date de la Russie. Oui. Mais justement, puisque c'est un allié de longue date, les Russes peuvent faire entendre raison aux Syriens. Et à mon avis, sous le contrôle de Pascal Boniface en particulier, je crois que ce qui est déterminant pour les Russes, c'est la position, l'influence des djihadistes. Les Russes raisonnent, me semble-t-il, en fonction de la Tchétchénie. Et du Caucase. Oui, exactement. De toute cette zone qui les concerne très directement, le banditisme, la criminalité en Russie, c'est très largement issu de cette région. Nous le savons bien. Si une intervention militaire, en détruisant une grande partie de la capacité militaire de l'armée syrienne, de l'armée régulière, permet au front Al-Nosra, à l'Émirat, je ne sais quoi, l'autre groupe, n'est-ce pas, de renforcer sa présence sur le terrain, sa capacité. Ce sont quand même les gens qui sont les mieux implantés sur le terrain, qui ont le plus de moyens, qui ont le plus de capacités. Ça ne peut qu'effrayer les Russes. Oui. Mais là aussi, on peut leur dire que plus le conflit se prolonge, plus ces gens-là prennent de l'importance par rapport à une opposition qui est plus proche de l'opposition. Et c'est finalement l'accentuation et la prolongation du conflit qui, ici comme ailleurs, a donné plus d'importance aux plus radicaux, à ceux qui prônent le plus la violence. Les Russes réagiront par rapport à leurs intérêts, comme toujours. Et finalement, comme tout État, les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Et donc les Russes réagiront en fonction de leurs intérêts. Il faut quand même, d'une part, bien montrer qu'effectivement, ce qui s'est passé en Libye en 2011 n'a pas été une bonne manière qui leur a été faite, et essayer de voir avec eux comment leurs intérêts seront préservés en cas d'évolution politique en Syrie. Et de toute façon, tout à l'heure, je parlais donc du but de Washington. Le but de la Russie, et je vous rejoins tout à fait, monsieur le sénateur, le but de la Russie, c'est de contenir le terrorisme islamique sur le théâtre syrien. Donc, eux, c'est vraiment leur objectif. J'aurais presque l'option de dire que le conflit qui dure, ça les intéresse, parce que le champ de bataille, il est là, et il n'est pas chez eux pour le moment. Donc, il faut comprendre un petit peu comment fonctionnent donc les dirigeants des grands États qui sont impliqués dans ce conflit par interposition. Donc, s'il n'y a plus d'armée régulière syrienne, il faut qu'il y ait autre chose pour contenir les islamistes. Et c'est peut-être ce qu'il serait possible d'imaginer de négocier avec les Russes. André Vallini, si on n'intervient pas, qu'est-ce qu'on fera? Est-ce qu'on va armer, on va encore plus armer la rébellion, on va lui donner plus de moyens? Ce qu'avait laissé entendre dire le problème d'armer la rébellion, on revient au point précédent, c'est armer parmi la rébellion des gens qui sont des islamistes radicaux et qui sont des djihadistes. On les connaît, on peut sélectionner. Oui, c'est pas toujours facile. Donc effectivement, il faut aider la résistance syrienne de toute façon. Mais dans une révolution, le pouvoir va au plus fort, au plus déterminé, pas au mou, pas au modéré. Enfin, on a toujours vu l'histoire fonctionner comme ça. On avait une dernière question. Vous regrettez qu'il n'y ait pas eu d'union sacrée de la classe politique, comme par exemple il y en a eu sur la Libye? Oui, c'est vrai que sur la Libye, nous avions soutenu le président de la République, et nous aimerions que l'UMP aujourd'hui soutienne davantage le président. Mais est-ce que vous comprenez les réticences? Parce que vous-même, pardonnez-moi, je vous entends sur ce débat pendant 40 minutes, vous-même, je vous sens un peu, pas hésitant, mais je vous sens pas... Je ne suis pas hésitant, je suis quelqu'un de réfléchi. Dire oui, il faut y aller, il faut aller... Mais je ne suis pas un va-t-en-guerre, je suis quelqu'un de réfléchi, un parlementaire responsable, en tout cas j'espère l'être. Ce n'est pas un sujet simple, je respecte totalement les arguments de M. Marini et de ceux qui s'opposent à une intervention. Il faut qu'on continue à discuter, ici en France, entre nous. Il faut prendre tous les éléments du problème en compte. Et puis moi, je pense même qu'avec le temps, d'ici quelques jours, quelques semaines, selon l'évolution des choses, l'opposition française peut changer
d'avis et peut, si la coalition se forme avec les Américains, avec d'autres pays européens, avec la Ligue arabe, l'opposition française, l'UMP, peut décider de soutenir une intervention en Syrie. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Bah, écoutez, on verra ça en tout cas dans les semaines qui viennent. On suivra déjà le vote donc, au Congrès américain, donc les parlementaires qui reviennent le 9 septembre. Merci à tous les quatre d'avoir participé à ce débat. Je vais rejoindre tout de suite Karim Yayaoui. Justement, on le disait, Karim, pas d'union sacrée à l'Assemblée nationale après le discours de Jean-Marc Ayrault. Alors c'est exactement le titre qu'a choisi le site internet du Monde, pas d'union sacrée à l'Assemblée nationale. Le journaliste du Monde, Alexandre Lemarié, résume un petit peu ce débat de cette façon. D'un côté, on a l'impression qu'il y a la majorité qui se place du côté de la morale et l'opposition du côté du droit, qui ne veut pas agir sans l'aval de l'ONU. Un débat qui évidemment était un petit peu attendu. On sait très bien quelle est la position de l'opposition ces derniers temps. Jean-François Copé parlait d'un sentiment de grande confusion. Alors sur les réseaux sociaux, un certain nombre d'hommes politiques ont réagi, notamment au centre, Jean-Christophe Lagarde, qui parle d'un discours très faible de Jean-Marc Ayrault sur la Syrie. Aucun but de guerre affirmé, aucun partenaire européen, rien que la politique de la canonnière. Et puis François Sauvadet, qui lui n'est pas convaincu par les explications du Premier ministre. Il n'a rien dit sur l'isolement de la France en Europe sur le dossier syrien. Et puis du côté de la majorité, eh bien, on a vu que les Verts étaient un petit peu partagés, tandis que les communistes, eux, espèrent tout simplement qu'il y ait un vote pour dire non. Clairement, il n'y a pas d'union sacrée du tout derrière le président et son Premier ministre. Voilà, et pour beaucoup, Barack Obama et François Hollande sont désormais sur le même bateau. Alors, ils sont sur le même bateau et ça inspire certains dessinateurs de presse. On a vu ces derniers jours M. Copé demander à Hollande de ne pas être à la remorque d'Obama. Eh bien, on a ce dessin, par exemple, paru dans Politis. On attend que le feu soit rouge pour ne pas y aller, avec un François Hollande qui donne la main à Barack Obama avant de ne pas traverser. Et puis, autre dessin aujourd'hui à la une de Charlie Hebdo. Faut-il intervenir à Marseille ? J'attends là aussi le feu vert de Barack Obama. Et puis, je vais vous montrer aussi ce dessin de Cabu. Grouille-toi, Barack, j'ai une crampe, avec un François Hollande qui est prêt à dégainer, mais qui est obligé d'attendre que le président américain en fasse autant. Alors, sur les réseaux sociaux, on s'est aperçu aussi qu'il y avait un certain nombre d'internautes qui exprimaient la même idée que ce qui était apparu dans un sondage il y a quelques jours. C'est-à-dire qu'une partie de l'opinion rejette totalement cette action militaire. Je vais vous montrer quelques tweets, ou plutôt quelques hashtags non à la Troisième Guerre mondiale, parce que certains considèrent qu'une action en Syrie, eh bien, ça serait bien plus qu'intervenir dans ce pays du monde arabe. Ça serait ouvrir la porte à une déstabilisation bien plus grande. Et puis, je vous parlais aussi de ce sondage. Eh bien, il y a un certain nombre de personnes qui sont allées sur ce site internet, avaz.org, qui est un site qui permet de signer des pétitions. Et celle qui invite les gens à refuser l'intervention militaire de la Syrie connaît un certain succès. Je crois qu'il y a déjà plus de 23 000 signatures sur cette pétition. Une photo de François Hollande, Karim ? Alors, la photo de François Hollande... André Valigny, on va regarder cette photo de François Hollande. Alors, je vais vous Ses la conseillers à montrer. l'Élysée ont demandé à l'AFP de la retirer. Oui, je l'ai vu. Oui. Alors, Vous l'avez vu ? C'est vu sur Internet. Alors, ça a suscité... il me paraît très sympathique, parce qu'il est sympathique. Malgré tous les soucis qu'il a, il reste sympathique. Voilà. Alors, je crois que la photo, elle s'est diffusée beaucoup plus depuis que la rumeur a été faite, probablement fausse, que l'instruction aurait été donnée à l'AFP de la retirer. Alors, est-ce que c'est faux ou c'est vrai ? C'est exactement ce qui s'est passé. Ce qu'on vient de nous expliquer, c'est que cette photo aurait presque pu passer inaperçue si elle n'avait pas été retirée rapidement par l'AFP. L'AFP qui explique on n'avait pas forcément envie de présenter le président sous un jour pas particulièrement beau, on va dire. Et donc, on a décidé de la retirer. Ça, on ne sait pas. En tout cas, du côté de l'AFP, on explique qu'on n'a reçu aucune consigne. C'est simplement qu'on a considéré que cette photo, qui était parmi d'autres, était pas franchement à l'avantage du président. Donc, on a préféré diffuser celle-ci, où il a l'air beaucoup plus sérieux. C'est cette photo qui a été diffusée. Mais vous en doutez, sur les réseaux sociaux, on a crié à la censure. Le site du Monde parle d'un effet
Streisand, c'est-à-dire cet effet qui veut que lorsqu'on retire ou tente de retirer une photo, eh bien c'est là qu'elle se propage encore plus. Barbara Streisand en avait fait les frais en 2003. Elle avait essayé de retirer une photo sans intérêt. Elle s'était répandue comme une traînée de poudre. Alors évidemment, sur Twitter, lorsqu'on interdit, certains préfèrent la publier. Comme l'AFP a interdit cette photo, eh ben, je la publie. Et voilà que cette photo... Je vous rappelle à l'ordre. Pardonnez-moi, mais j'étais passionné par mon voisin. Parce que Oui. là, ça fait 5 minutes que je vous entends chuchoter. Ah non, je suis désolé. Alors pour finir sur cette photo, eh bien l'AFP s'est longuement exprimé sur ce site internet. Quand tuer prolonge l'espérance de vie, il parle de cette photo. Il regrette de l'avoir retirée, mais en même temps, il se justifie en expliquant qu'il pensait agir dans l'intérêt général et qu'il n'y a aucune censure derrière tout ça. Et puis une vidéo d'Abdelaziz Bouteflika. Il n'a pas l'air d'aller très bien, le président algérien. On va découvrir ensemble cette vidéo. Un petit extrait qui a été diffusé par la télévision algérienne. Il est réapparu, clairement pas en forme. Il ne parle pas, il chuchote. On le voit, les yeux assez figés. Alors là, on n'a pas le son, mais en tout cas, il parle de façon quasi inaudible. Si la télévision algérienne voulait un petit peu rassurer les Algériens sur l'état de santé du président, eh bien, c'est plutôt une chose ratée. C'est vrai qu'il était très peu apparu et à chaque fois qu'il apparaît, des doutes réapparaissent quant à sa capacité à diriger le pays. Merci beaucoup Karim, on vous retrouve un peu plus tard, on se retrouve évidemment demain soir. Merci à tous les quatre d'avoir participé à ce débat, merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain 19h10 avec Karim. D'ici là, d'autres infos sur France 24. Tout de suite, le journal. Très belle soirée, à demain.